Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Journal qui commence en France. Le président directeur général de Air France KLM a été reçu à Paris par le président de la République, le président Alassane Ouattara. L'audience a eu pour cadre l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Au centre de l'entretien, le renforcement de la coopération Air France Air Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le premier sommet des entrepreneurs sino-africains à Marrakech, au Maroc, s'est ouvert jeudi à Marrakech en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de plusieurs autres personnalités du monde des entreprises. Co-organisé par le ministère marocain du Commerce et de l'Industrie, ce forum a réuni près de 400 chefs d'entreprises chinois et africains. Dans son allocution d'ouverture, Elali Moulaye-Hafid, le ministre marocain du Commerce, a affirmé que le SAES jette les bases d'un vrai rapprochement entre l'Afrique et la Chine. Zané Gabriel, notre envoyé spécial à Marrakech. En organisant le forum des entrepreneurs sino-africains, SAES, l'Afrique et la Chine sont bien partis. Selon Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Il s'est exprimé ce jeudi au SAES. Moulaye Hafid, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, va lui emboîter le pas dans son discours d'ouverture en affirmant que ce sommet est un engagement de la Chine envers l'Afrique. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la prestigieuse assemblée des personnalités de haut rang, de décideurs et de chefs d'entreprise chinois et africains pour avoir répondu aussi massivement à l'appel de ce sommet, témoignant d'un engagement clair au développement de partenariats et de courants d'affaires sino-africains féconds et mutuellement avantageux. La Chine, dans les 10 prochaines années, devrait voir sortir du territoire chinois à proprement dit, en particulier au niveau de la côte Est, de quelques 85 millions d'emplois qui vont être répartis à travers le monde. Une cérémonie d'ouverture simple et directe comme le sont bien souvent les chefs d'entreprise. Des sujets sont déjà abordés dans le discours du ministre marocain de l'Industrie, l'investissement du secteur privé chinois en Afrique, le poids du continent dans le commerce international. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Afrique et cela devrait perdurer durant les prochaines années car l'Afrique offrira plus de 2 milliards de main-d'œuvre jeune. C'est en cela que des observateurs tablent sur le renforcement des relations sino-africaines. De retour en Côte d'Ivoire, le procès des assassins présumés du général Robert Gueye, de sa famille et de ses collaborateurs aura lieu le 17 décembre prochain à la Cour d'appel d'Abidjan. L'information a été donnée par Madame le Premier Président du tribunal d'Abidjan. C'était au cours de la rentrée solennelle et l'ouverture des audiences criminelles pour l'année judiciaire 2015 du tribunal d'Abidjan. La cérémonie a été marquée par l'intégration de 4 nouveaux magistrats militaires dans la grande famille judiciaire de Côte d'Ivoire. Ils sont 4 officiers de l'armée ivoirienne. Ils sont désignés pour une année civile pour composer les chambres de jugement et de contrôle des instruments du tribunal militaire d'Abidjan. En jurant et promettant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats, ils intègrent la famille restreinte de magistrats militaires. Et je suis très heureuse d'intégrer cette famille de magistrats pétris de talent. Je remercie tous mes chefs qui ont cru en moi. Je me ferai fort de répondre à leurs attentes. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres chargés de la Défense et de la Justice. Je crois qu'il faut donc féliciter le tribunal militaire pour le travail abattu. Et en même temps aussi attirer l'attention des militaires qu'ils sont des citoyens comme tout autre et que s'ils commettent, n'est-ce pas, des impairs, ils seront poursuivis devant la loi. Saisissant l'occasion, la présidente du tribunal a annoncé l'ouverture très prochaine du procès des assassins présumés du général Robert Gueye. Le procès de 24 militaires prévenus d'assassinat et complicité d'assassinat sur le général Gueye Robert, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée en 2002 aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 à 8h30
à la cour d'appel d'Abidjan et non à l'état-major. Le procureur militaire Ange Kessi-Kwame, après avoir dressé le bilan du tribunal militaire d'Abidjan, a invité les nouveaux magistrats à s'armer de courage, de fermeté et d'ardeur au travail. Les premières audiences criminelles s'ouvrent le 1er décembre prochain. Plus de 500 logements construits en Ndautré dans la commune d'Abobo sur une parcelle de plus de 300 hectares ont été détruits par des bulldozers après une mise en demeure. Furieuses, les familles installées sur ce site manifestent. Le constat de Patricia Omoitia. Pleurs, cris, lamentations. Ambiance surchauffée ce mercredi à Ndautré, dans la commune d'Abobo, plus précisément à Anonkwa-Kouté, extension ouest. L'objet du conflit, la démolition des constructions érigées sur ce site de plus de 100 hectares. Près de 600 familles y logeaient. On ne comprend pas. Ça fait plusieurs semaines, on ne dort pas. Chaque jour que Dieu fait, les machines viennent. Plusieurs mois, les machines viennent détruire nos maisons. On ne sait pas où habiter. On ne sait pas ce qui se passe. Le représentant du propriétaire refuse tout commentaire. Le 13 juillet 2015, un jugement civil rendu par le tribunal d'Abidjan qui porte sur démolition et déguerpissement a été rendu. Une décision de justice qui somme les acquéreurs de quitter les lieux. Ça fait 5 ans maintenant. On est venu s'acquitter des terrains par le biais des ébriers. On nous a donné les papiers, tout et tout. Ça a été légalisé tout à la mairie. Si la mairie nous a donné l'autorisation, c'est quelque chose de blanc. Donc le quartier est fini. La dame, elle est venue pour dire qu'elle avait pris 64 hectares avec les ébriers. Et les 64 hectares là, elle n'avait pas payé tout. Donc les ébriers, la partie où elle a payé, est restée avec elle. Le reste, les gars ont vendu ça aux gens. Donc elle revient pour dire qu'elle va récupérer ses terrains. Et elle revient encore pour venir casser. On a déjà payé 9 millions. Elle nous chasse, mais elle ne nous a pas donné de l'air de quitter. Selon les populations, les démolitions ont commencé en octobre dernier et se poursuivent aujourd'hui. Un conflit qui demeure entre les propriétaires terriens d'Anonkwa-Kouté et les populations vivant sur ce site. Direction Yopougon, précisément au quartier Maroc, où un pont qui permettait aux populations de se déplacer ou de regagner les autres quartiers a cédé. Le samedi dernier, 21 novembre, sous la pression des fortes pluies qui se sont abattues dans le district d'Abidjan ces derniers jours. Une situation qui a fait des victimes, dont une personne âgée retrouvée morte le lundi 23 novembre dans les eaux du village de Lokwa à Yopougon, selon des témoins. On en parle avec Pargas Reconnaît et Serge Colia. Abdourahman, âgé de 20 ans, habite le quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Électricien en bâtiment, il est cloué au lit depuis 5 jours, contrairement à ses habitudes. Le jeune homme souffre de nombreuses blessures. Il fait partie des victimes de l'effondrement du pont de fortune installé dans le quartier. J'étais descendu du boulot et je me dirigeais vers chez moi, rentrer à la maison. Maintenant, j'ai eu à passer sur le pont. Maintenant, devant moi, il y avait une jeune fille avec une vieille. Comme elle marchait lentement, donc je marchais à l'air bien. Donc, tout soudainement, je vois le pont s'écroule. Et je me suis retrouvé dans l'eau. J'ai essayé de me débattre pour sortir. Dame Logossan, mariée et mère de 4 enfants, est aussi mal en point. La journée du samedi 21 novembre reste un mauvais souvenir pour elle. J'ai quitté au marché, il pleuvait, il voulait venir à la maison à côté des enfants. C'est là que j'ai traversé le pont là. Quand j'ai fini de traverser le pont là, j'ai croisé la vieille là, qui descendait dans Woro Woro. C'est ça, il m'a dit, ma fille, il faut m'aider. J'ai traversé. C'est là au milieu des ponts là, arrivé là-bas, derrière là, c'est soulevé. C'est là on a descendu dans l'eau. Et puis l'eau l'a partait avec nous. Selon les victimes et les témoins présents sur les lieux du drame, la 3e victime serait restée sous les eaux. Elle aurait été retrouvée morte 2 jours plus tard. La vieille m'a dépassé, il ne pouvait pas l'attraper. C'est lundi, les gens du 16e là sont venus me chercher, qu'ils ont trouvé un corps à Anonkwa là-bas, qu'ils d'aller confirmer si c'est la vieille là. C'est là on est parti, j'ai dit c'est la vieille là. Hier, les policiers nous ont appelés, on nous a montré réellement le pain qui était sur la femme. On a trouvé c'est le même pain, c'est la même femme.
Mais nous, on ne savait pas qu'elle était morte. C'est hier, c'est le policier qui nous a dit, c'est elle. Les autorités municipales, tout en déplorant ce drame, disent ne pas être informées officiellement de ce décès. Nous, mairie, aucune population n'est venue nous dire qu'on a retrouvé un corps dans le canal dont les eaux se déversent dans la lagune. Le directeur technique de la mairie de Yopougon rassure les populations quant à la livraison du nouveau pont dans un bref délai. Pratiquement les travaux sont achevés. Le chantier sera ouvert au public au plus tard le 5 décembre. La fin des travaux est prévue pour le 5 décembre prochain selon les responsables de la mairie. Les populations du quartier Maroc de Yopougon sont tout de même inquiètes en traversant la parcelle aménagée pour elles par l'entreprise en charge de la construction du pont. Reportage de Parga Sorokone dans un commentaire de Serge Koléa. Direction le Burkina Faso, où vous le savez, le premier tour des élections présidentielles et législatives aura lieu ce dimanche 29 novembre. À 2 jours donc du scrutin, la commission électorale indépendante a échangé avec les observateurs nationaux et internationaux déployés sur le terrain. Le compte-rendu de notre envoyé spécial au Burkina, Alexis Ouedraogo. C'est la toute première fois que les scrutins présidentiels et législatifs sont organisés le même jour au Burkina, un choix lié au budget de ces scrutins. La Commission électorale nationale indépendante l'estime à près de 35 milliards de francs CFA. Un peu plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 29 novembre prochain. 17 000 bureaux de vote seront repartis à travers le pays, ouverts de 6h à 18h. La CENI se veut rassurante. Elle indique depuis le début de la semaine que son fichier électoral biométrique est inviolable. Pour ces élections, plus de 15 000 observateurs ont été dépêchés dans le pays, dont 133 de la CEDEAO. Nous sommes en train d'observer, depuis que nous sommes là, vraiment la campagne se passe de façon vraiment civilisée, apaisée. Il n'y a pas d'insultes. Les élections burkinabées, dans ce contexte, c'est très important pour la CEDEAO. Ces élections au Burkina portent un enjeu important, celui de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Lorsque la Côte d'Ivoire éternue, le Burkina Faso tous. Et je crois que cela est réciproque. Donc nous avons intérêt à avoir un Burkina apaisé, retourner dans la sérénité. Le Burkina que nous avons connu comme pays intègre, pays apaisé, que nous puissions retrouver ce Burkina-là. Outre les observateurs internationaux, la société civile burkinabé entend déployer plus de 4 000 observateurs. Ils devront surveiller les élections et transmettre leurs données à une situation room basée à Ouagadougou. La CENI espère annoncer les résultats provisoires de l'élection dès le lendemain. Quelques jours de retard toutefois ne sont pas à exclure. Si un second tour devait se tenir, il aurait lieu 15 jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Notons que 14 candidats se présentent à cette élection présidentielle. Parmi eux, 2 favoris, Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement, et Roch-Marc Christian Caboret, candidat du mouvement du peuple pour le progrès. François Hollande a débuté le 23 novembre dernier son marathon diplomatique destiné à la mise en place d'une coalition élargie contre l'organisation de l'État islamique. Après avoir rencontré David Cameron, Barack Obama et Angela Merkel, François Hollande s'est envolé jeudi pour Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine. Avant son déplacement, il a reçu le président du Conseil italien, Matteo Renzi. Cette fois est peut-être la bonne. La tournée diplomatique de François Hollande pourrait être le début d'une alliance contre l'organisation de l'État islamique. Après David Cameron, Barack Obama et Angela Merkel, c'est Vladimir Poutine qui a reçu le chef d'État français ce jeudi. Pour Paris, l'objectif est de convaincre Moscou de bâtir une grande coalition destinée à détruire Daesh, responsable des attentats de Paris et du crash de l'avion russe dans le Sinaï égyptien. François Hollande a lors de cette rencontre souhaité que la Russie concentre ses foudres uniquement sur l'État islamique et non sur les rebelles et opposants à Bachar el-Assad, le président syrien, dont le sort est toujours un sujet sensible, bénéficiant du soutien de Vladimir Poutine qui affiche sa volonté de coopérer dans la lutte antiterroriste. Or, pour Barack Obama, le départ de Bachar el-Assad est un préalable à toute coopération militaire dans la zone. Selon François Hollande, les récentes tensions entre la Turquie et la Russie sont la preuve supplémentaire de la nécessité
nécessité de se mettre ensemble et coordonner les frappes. Cela permettra d'éviter les tensions entre alliés. 2 hommes ont été arrêtés jeudi à Bamako. Ils sont soupçonnés d'être en lien avec l'attaque terroriste à l'hôtel Radisson Blu vendredi dernier qui avait fait 20 morts, plus les 2 assaillants tués. Les 2 suspects ont été arrêtés dans 2 endroits différents de la capitale malienne. De sources sécuritaires maliennes, c'est l'exploitation d'un téléphone portable et la contribution de civils suite aux appels à témoins diffusés avec les photos des assaillants qui ont permis aux services de renseignement maliens de remonter jusqu'à ces 2 suspects. En Algérie, le général Hassan, ancien chef de la lutte antiterroriste, a été condamné dans la soirée du jeudi à 5 ans de prison ferme. L'homme qui a dirigé l'assaut de la prise d'otage d'In Amenas a été arrêté le 27 août. Le procès s'est tenu jeudi à Oran. 5 ans de prison ferme pour infraction aux consignes militaires et destruction de documents. C'était la peine requise par le procureur, le maximum prévu par la loi. Le verdict du tribunal militaire d'Oran contre le général Hassan est inédit car le militaire est l'un des plus décoré du pays, chef de la lutte antiterroriste au sein des services de renseignement, très respecté au sein de l'armée. Dès l'ouverture de l'audience, le procureur a demandé le huis clos. François Hollande et Vladimir Poutine ont donc convenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de renforcer l'échange d'informations dans la lutte contre le groupe État islamique. Les 2 chefs d'État divergent cependant toujours sur le rôle du président Bachar el-Assad dans la résolution de la crise syrienne et l'avenir du pays. La France et la Russie ont convenu le 26 novembre d'augmenter leurs échanges d'informations et de renforcer leur coordination dans la lutte contre l'État islamique en Syrie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI.